Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invité Ben Campagna. Ben, c'est un collègue de la région lausannoise qui a une approche hyper intéressante parce qu'elle est très holistique. Donc c'est quelqu'un qui a fait un tas de formations, autant dans la psychologie, dans la nutrition, dans la science du sport. Et puis ce que j'admire beaucoup chez Ben, c'est que non seulement il est calé dans ce qu'il présente et dans ce qu'il dit, mais je crois que j'ai rarement vu quelqu'un qui l'appliquait autant sur lui-même. Et ça, c'est une qualité que moi je remarque beaucoup, parce que c'est facile de prôner des choses, c'est autre chose de les vivre et de les pratiquer. Donc Ben, merci d'être de retour sur le podcast. Merci beaucoup de me réinviter. Parce que alors, ce que vous savez pas, c'est que malheureusement on avait fait une première interview avec Ben et puis qu'on a été victime des problèmes techniques. Donc on doit se remettre dans l'expérience la plus désagréable qui soit, c'est-à-dire de refaire une interview qui était super. Donc voilà, ça c'est resté entre nous, mais on va pouvoir aborder d'autres choses aujourd'hui. Par contre, j'ai envie de commencer un peu avec la même question qu'on avait prise la dernière fois, qui est de te présenter en disant quelque chose que peu de gens connaissent sur toi. Donc, comme ce que peu de gens connaissent sur moi, malgré ce qu'on peut voir en front sur les médias ou quand on me voit dans les conférences, c'est que je suis plutôt introverti, même très introverti. Et j'aime autant j'apprécie pouvoir partager dans des moments forts, dans des conférences, pouvoir avoir ces moments d'échange puissants, autant j'ai besoin vital de pouvoir aussi être seul au point d'en partir plusieurs jours dans la forêt pour m'isoler. Donc c'est à ce point-là. Ok, Hmm. donc ça c'est une pratique que tu as de vraiment aller t'isoler pour te ressourcer. Ouais, de temps en temps, quand il y a le besoin, ça fait beaucoup de bien. Ok, et tu le fais de quelle manière? Enfin, tu pars vraiment en bivouac C'est ça. Donc j'aime bien l'aspect un petit peu vraiment avec le moins de matériel possible dans la forêt. Et puis bivouaquer, que ce soit en été ou même en hiver. Et puis d'aller un petit peu en freestyle et de voir ce que la vie apporte dans ces moments-là. Ouais. C'est quoi que tu as découvert dans ces moments-là? Alors déjà, peut-être comment tu as découvert que c'était comme ça que ça te ressourçait, et puis qu'est-ce que tu as découvert sur toi dans ces moments-là? Moi, j'ai eu la chance de grandir proche de la nature, assez isolé. Et donc, j'ai toujours été en... Enfin, c'est une fois qu'on a déconnecté qu'on réalise qu'on en avait besoin. Donc, de temps en temps, pas assez, je retourne me connecter un petit peu à la forêt, à la nature. Et, et c'est de temps en temps, quand il y a l'urgence, quand on se sent sous l'eau, quand on sent que ça fait trop longtemps on tire sur la corde, c'est là que je fais ça. Hmm. Donc toi, tu te ressources vraiment en te reconnectant à des trucs très basiques, très corporels. Ouais, j'aime bien, dans mon approche, parler de se connecter à ce qu'on a de primaire en soi, mais primaire, primitif, au sens noble du terme. C'est-à-dire aussi là où il y a notre force, là où il y a notre puissance, ces choses-là naturelles, et dont malheureusement aujourd'hui on peut naître et mourir sans vraiment même effleurer ces parties-là de nous-mêmes, sans effleurer ce potentiel en nous. Et je pense qu'on a tout à gagner d'aller se rencontrer dans ces, même dans nos aspects les plus primitifs, puissants, primordiaux. C'est quoi qui est fondamental pour toi là-dedans et qui est noble? Parce que c'est ce qui nous lie à la vie elle-même, au vivant. Et, disons, l'alternative de se déconnecter de ça, c'est l'aberration de laquelle émergent tous nos symptômes de stress chronique, etc. Donc en fait, c'est simplement une question de bon sens, je pense. Alors, ce qui est intéressant est très paradoxal parce que c'est une question de bon sens et enfin, je te rejoins entièrement là-dessus. Néanmoins, on est dans une société qui prône tout l'inverse et qui a justement mis beaucoup de valeur, d'importance sur l'intellect, la réflexion et justement sur le fait de s'éloigner de ce côté primitif. Donc, comment toi, tu arrives
à ramener en fait toi-même et les gens que tu accompagnes à ça? Tu vois, les outils comme le corps, le mouvement, c'est très utile pour ça que mon approche se base sur l'hygiène de vie, le mouvement et le psychologique, le mental. Et souvent, l'accès le plus élégant à la psyché, à l'inconscient des gens, c'est le mouvement, c'est le corps. Et donc, à travers le corps, à travers le ressenti, à travers l'expérience, Alan Watts disait que celui qui pense tout le temps ne fait plus que penser qu'à sa propre pensée. On finit par être enfermé dans notre propre monde interne. Donc, de temps en temps, de casser ça par l'expérience, casser le schéma, casser ces patterns de surréflexion, de stress chronique. Hmm. Ce qui est finalement, quand on a des personnes qui sont anxieuses, qui font des crises d'angoisse, finalement c'est ça. C'est au bout d'un moment, il y a peut-être eu un moment où il y a eu une crise d'angoisse, puis après ce qui l'entretient, c'est la peur de la peur. Puis Exact. on s'en sort pas juste par nos schémas mentaux. Hmm. Toi, typiquement, c'est comment que tu ramènes les gens au corps? Est-ce que tu as dans ton approche, est-ce que tu as des techniques que tu utilises en particulier? Alors, quand on travaille justement, c'est un petit peu souvent ce qu'on a avec les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui peuvent être justement des performeurs qui se retrouvent stressés chroniquement, qui se rendent compte d'être en état de stress, en état de suractivation, qui justement, parce qu'ils ont c'est des gens intelligents, donc ils font ce qu'il faut, ils essaient de lutter contre ce stress chronique, ils pensent que le stress est un ennemi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? En toute bonne foi, on essaye de diminuer le stress, de le fuir, de faire de la méditation, de se mettre en position du lotus, de rationaliser qu'il y a pire dans la vie et que c'est pas si grave. Cependant, qu'on a toute cette décharge de chimie, de tension nerveuse dans notre corps. Et ça fait l'effet inverse. Ça fait qu'accentuer ce delta, cette différence entre le stress qu'on ressent et ce qu'on se permet réellement d'exprimer. Je pense que c'est ça en fait, le stress chronique, c'est ma définition en tout cas, c'est cette équation, la différence entre le stress qu'on ressent, le danger qu'on perçoit, et l'expression réelle qu'on peut en faire. Puisque Hmm. bah, le stress, c'est quelque chose de très primitif. Soit on peut combattre ça, on peut attaquer, on peut agir, soit on peut fuir. Et physiquement, est-ce qu'on est capable d'agir dessus ou pas? Et souvent, les moments où on a vraiment des grosses menaces, mais on peut agir dessus, c'est pas là qu'on fait une grosse crise d'angoisse, parce qu'on est trop occupé à agir dessus. C'est les moments où il y a cette grande différence. C'est pour ça que le meilleur endroit pour avoir une belle crise d'angoisse, c'est quoi? C'est dans une bagnole assis, quand on est en retard et puis qu'on est dans les bouchons. C'est d'être dans un canapé le soir, alors qu'on doit aller se reposer, puis qu'il y a l'esprit qui se réveille, c'est dans notre lit. Et c'est pas dans un ring de boxe, c'est pas dans de l'eau à 6 degrés, c'est dans ces environnements-là, où il y a cette grande différence. Donc moi, pour casser ce schéma, pour revenir à ta question, comment on reprend quelqu'un dans le corps, on fait l'inverse. Moi, quand j'ai quelqu'un qui est en épuisement, qui est en stress chronique, qui va même s'automutiler parce qu'il essaye de méditer, de relativiser, etc., je vais lui offrir un vrai stress. Au lieu d'essayer de ramener le mouvement, parce que c'est pas une question, le stress n'est pas toxique, c'est le manque d'alternance, c'est de casser les rythmes entre activation, repos, anabolisme, catabolisme, enfin, le corps, l'humain est fait de tout un tas de rythmes comme la nature, et c'est l'absence de ces rythmes, l'absence de ces mouvements qui finit par nous tuer. C'est cette zone grise, c'est quand le pendule ne Hmm. balance plus qu'on est en burn-out. J'allais venir sur cette image, j'avais vu une de tes vidéos justement où tu disais, mais quand le pendule il va à une extrémité, il a besoin d'aller autant à l'extrémité dans la récupération par exemple. Et puis tu disais, bah, en fait, nous quand le pendule il vient là, on a envie qu'il aille encore plus de l'autre côté, puis en fait ça n'a rien de naturel. Exact. En fait, c'est de comprendre notre physiologie. C'est un peu ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est de donner des principes, pas des règles. Donner les principes pour que les règles deviennent évidentes et puis les gens se fabriquent leurs propres règles. Les règles, c'est toujours arbitraire. Ça doit nous servir. On doit les changer quand elles ne nous servent plus. Par contre, de comprendre des principes pour être autonome, je pense que ça, c'est quelque chose d'utile. Et donc, de comprendre les principes du stress, les principes de notre physiologie, et donc de comprendre qu'en fait, le stress ne nous tue pas. Le stress n'est pas du tout un ennemi. Ça, c'est un peu la punchline de mes interventions. C'est le stress, c'est tout sauf un ennemi. Si on est là, c'est parce qu'il y a du stress. Le stress, l'absurdité, c'est qu'on cherche tu sais, des coping mechanisms, des mécanismes de coping. Autrement, c'est un anglicisme. Ça veut dire des moyens de lutter contre, Mhm. tamponner le stress. Donc en fait, on cherche une solution au stress. Et si on se pose la question de ce stress, c'est vraiment un ennemi?
Le stress, si on se pose en fait, le stress, c'est le coping mechanism, c'est le moyen de tamponner le danger qui a été évolué sur des millions d'années par la nature elle-même. Et nous, on lutte contre ça. Donc on cherche des solutions contre la solution du vivant. Et c'est là qu'on devient complètement fou et qu'on se brûle. C'est pas un danger, c'est pas un obstacle qui nous brûle. C'est nous qui luttons contre notre propre force primitive, primale, notre propre force de survie, notre propre force du vivant qui veut survivre. Et on vient imposer une résistance contre ça, là on se crame. C'est comme des lignes à haute tension. Tu peux avoir des centaines de milliers de volts, il n'y a pas un problème. Tu mets une résistance dessus, ça va flamber. Et donc c'est un petit peu la tragédie de ces gens performants, c'est que plus tu es performant, plus tu as des volts avec lesquels te brûler si tu commences à mettre des résistances. Et les résistances que tu rencontres le plus, elles sont de quel type? Bah, tu peux avoir des résistances à tous les niveaux. En résistance d'un point de vue dans ton hygiène de vie physique, comment tu bouges, comment tu t'alimentes, mais aussi des résistances émotionnelles, des croyances, des présuppositions. Tout ce qui fait que tu vas agir contre ce qui est en réalité ton allié. Quand tu vas avoir cette confusion où tu vas te battre contre ce qui est en réalité toi, c'est là que ça va devenir un jeu très difficile à gagner. Et qu'on se crame les mains sur, on se crame sur notre propre puissance. Donc pour revenir à cette image du balancier, bah, on est dans une société qui survalorise, qui met sur un piédestal la performance. Et tu sais, quand tu as les mecs qui réussissent des trucs, après, quand tu as un TED Talk, on comprend. Tu as envie de dire, bah, c'est parce que j'ai le hustle, j'ai la grinta, moi je suis spécial, j'ai une force plus grande. Et je crois que ça, c'est contre-productif. Quand bien même ces choses-là, je les admire beaucoup et c'est des qualités qui sont vitales. Mais on survalorise la performance et en point en être très confus. Et ce qu'on appelle la performance, souvent, c'est des compensations. Je crois que la vraie performance, elle est toujours holistique. Si tu regardes un mec qui peut être performant dans un coin et complètement à la rue dans tout le reste de sa vie, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie d'appeler de la performance? Est-ce que c'est pas plutôt une compensation? Non. Et c'est là où, justement, on a la chance, en tant que personne qui accompagnons des gens, de voir en fait le 360. On voit non seulement la façade de ces performeurs, et puis on voit aussi l'envers du décor où, bon, en tout cas moi ce que je constate, c'est que des fois, ou très souvent même les gens qui performent énormément, c'est les mêmes gens qui ont les plus grosses insécurités, je fais jamais assez, je suis pas assez bien, enfin une estime de soi souvent un peu dans les chaussettes. Et puis alors, nous, on a la chance de voir tout ça. Ce podcast, c'est une façon d'essayer de montrer l'envers du décor au grand public. Mais en effet, disons, la performance, c'est un aspect, mais à quel coût? Et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de regarder de manière holistique, parce que être performant dans son métier, mais en se créant des maladies chroniques, parce qu'on mange mal, on dort pas, on sacrifie tout le reste. À la fin, l'équation, elle est pas bonne. Ouais. Et juste je vais terminer juste sur ce truc de pendule. Ouais. En imaginant si quelqu'un écoute et se retrouve dans cette situation d'épuisement où tu as l'impression d'avoir tout essayé pour te recalmer ton système nerveux, pour aller dans la détente sans réussir, au contraire, peut-être même l'impression que ça va nourrir ce schéma d'épuisement. Bien réaliser qu'en fait, on survalorise la performance, donc d'aller d'un côté du balancier. Notre système nerveux, il est à l'image de la nature, avec des rythmes, des polarités, des saisons, des alternances. Et on a dans notre système nerveux le sympathique et le parasympathique, en gros deux éléments qui fonctionnent en symbiose dans l'idéal et qui doivent alterner. Si on veut être très performant, il faut pouvoir être très fort aussi dans la récup. Si on veut pouvoir très bien dormir, il faut pouvoir être très actif. Si on veut pouvoir faire beaucoup de catabolisme, il faut aussi pouvoir faire de l'anabolisme et vice-versa. Et si on voit un pendule et puis qu'on se dit c'est très bien avec un pendule d'aller très loin à gauche, donc d'être très fort dans la performance. Et c'est ça qu'on poste sur les réseaux sociaux, c'est quand on est très fort dans la performance. On comprend tout de suite que c'est stupide si on veut taper une cloche avec un pendule très loin à gauche, très haut, en essayant que d'aller d'un côté. Et c'est un peu ce qu'on fait. On est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On prend le café, qui va inhiber la fatigue pour qu'on aille plus fort dans la performance. On a cette confusion de ne pas comprendre que si on veut aller très fort d'un côté, il faut pouvoir aller très fort de l'autre. Et petit à petit, recréer du mouvement et de l'alternance. Et si on est en vie, c'est qu'il y a du mouvement qui se passe, et simplement commencer là où on est.
et aller avec ce pendule petit à petit et grandir ce mouvement, grandir cette capacité, cette zone adaptative pour pouvoir progresser. Et quand on veut que d'aller d'un côté, paradoxalement, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe avec le pendule? On peut le visualiser, là, il n'y en a pas dans la main, mais on imagine quelqu'un qui secoue un pendule que pour aller à gauche. Le pendule, on l'imagine bien immobile au milieu. L'arrêt du mouvement, et c'est ça, je crois, l'épuisement, quand les plombs sautent, c'est quand on est à ce moment-là. On n'est plus jamais vraiment actif, jamais vraiment en repos, on est dans cette zone grise mortelle. Et donc, pour ces gens-là, moi, ce que je recommande, et ce qui marche le mieux, et ce qui est souvent un petit peu un déclic, au lieu de leur dire de se mettre en position du lotus à nouveau, etc., au contraire, là, on va rajouter un vrai stress. Parce que paradoxalement, les stress qu'on vit, c'est des écrans, c'est des notifications, c'est toutes ces choses-là qui sont réellement épuisantes, mais pour lesquelles on se sent toujours inadéquat. Nos réactions de stress physique, c'est des choses qu'on doit contrôler parce que c'est inadéquat par rapport à un écran, par rapport à un patron qui nous donne une deadline, par rapport à des points rouges sur des écrans, des notifications. Quand on se met dans un vrai stress, et aujourd'hui il faut aller les chercher, c'est un petit peu la nouveauté de l'humain, et donc c'est pour ça que c'est pas trivial comme situation, on n'est pas face à aucune difficulté, au contraire on est face à la difficulté quand on doit maintenant lutter contre notre propre fonctionnement. Et de se redonner un vrai stress, que ce soit par exemple d'aller dans de l'eau froide. Quelqu'un qui est fatigué, qui est en stress, de se mettre là pour paradoxalement un vrai grand stress. On va avoir l'adrénaline, noradrénaline qui va aller à fond et d'aller vraiment mettre un vrai coup dans le côté du stress. Pourquoi? Parce qu'on va repartir en réaction, naturellement, on va repartir dans plus de calme. Et là, on peut peut-être essayer de méditer, se calmer, se reposer. On va un petit peu mieux dormir, peut-être un petit peu plus profondément. Et le lendemain, on recommence, on revient un petit peu dans le stress. Ou alors avec de l'exercice physique, un poids lourd, quelque chose que le corps comprend. Ou alors avec moi, j'aime bien utiliser les sports de combat. Ça, tu le fais avec tes clients? Ouais, souvent. Ouais. Souvent. Rien que pour l'expérience, tu sais, c'est des endroits où on ne peut pas tricher et ça active, ça réveille en nous ces parties primitives, primordiales au sens noble. Et c'est un stress tellement concret. C'est-à-dire que là, dans ce moment-là, quand il y a quelqu'un en face avec des gants, puis il y a des coups qui viennent dans ta direction, eh ben, d'avoir une vision un petit peu tunnel, là, on peut le comprendre, ça devient logique. D'avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, ça devient logique. De commencer à avoir une grande activité nerveuse pour créer de l'énergie fort et intensément, ça devient logique. Et paradoxalement, dans ces moments de stress-là, on se sent en flow. L'opposé du stress chronique, on se sent en flow. Parce que je pense que le flow, c'est la même équation que celle du stress chronique. C'est expression versus ressenti. Et quand les deux sont... Il y a une équation qui fait 0 à la fin, on ressent quelque chose, on peut exprimer quelque chose. Je crois que là, on se sent aligné, on arrête de se sentir alien dans un environnement pour lequel on n'est pas adéquat. Alors, je trouve super que tu démarres comme ça parce que en fait ça donne un point d'ancrage ultra concret et très très simple. Et en fait c'est, je crois, un des problèmes, en tout cas moi, que j'observe. Les gens, ils veulent ils croient que la solution elle est dans des choses très compliquées. Encore hier, quelqu'un m'a fait une remarque. En gros, bref, elle a eu de la peine à dormir parce qu'elle se remettait à lire pendant la nuit. Puis je lui ai donné, dans les conseils que je lui ai donnés, je lui ai dit, en fait, pour la prochaine fois, interdiction de même penser à prendre votre tablette durant la nuit. Puis elle m'a dit hier, ouais, quand je suis sorti, je me suis dit, mais est-ce que vraiment j'ai payé pour ce conseil un peu à la con? Et puis en fait, résultat des courses, elle a bien dormi. Parce que juste, on avait enlevé l'option de, en fait, je suis dans mon lit, puis je dois choisir entre est-ce que je dors ou est-ce que je lis. Donc, en fait, les gens croient qu'il faut un hack hyper spécifique, etc. Alors que, en fait, on doit juste se comporter comme des plantes qui n'ont même pas, qui ne réfléchissent même pas, en fait. Et un arbre, c'est là où te remettre sur la nature, je trouve que c'est excellent comme conseil, parce qu'un arbre, pour pouvoir donner des fruits, il a besoin en hiver ne rien faire, même pas avoir de feuilles, il descend la sève puis il fait rien. Puis l'arbre n'est pas en train de s'en vouloir, alors peut-être, j'en sais rien, mais a priori l'arbre ne s'en veut pas de ne pas produire des fruits en hiver. Il sait qu'il se repose et c'est ça qui va donner des beaux fruits arrivés en été. Et donc je trouve intéressant déjà de le cadrer comme ça, puis alors
dans l'accompagnement, je pense que c'est assez essentiel aussi. Et il y a un terme que tu as utilisé la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le terme de pilier du vivant. Donc tu as parlé du mouvement, de la nutrition, du repos. Euh, comment tu les... Est-ce que toi tu les prends toujours dans le même ordre? Est-ce que tu as observé un ordre particulier par lesquels les prendre et qui fonctionne particulièrement bien? Ou est-ce que tu l'adaptes? Les principes du vivant, enfin, non, il n'y a pas forcément d'ordre. Je pense que c'est pour ça que j'ai besoin de travailler avec cette totalité. Pour moi, juste discuter sans avoir la main mise, sans avoir carte blanche aussi sur l'hygiène de vie ou sur le mouvement, bah, c'est délicat. Je m'amputerais j'ai l'impression de quelque chose d'utile et de puissant. Je pense que chaque aspect seul en lui-même peut créer une révolution, mais les trois en même temps, je pense que là, on crée des résultats qui sont assez systématiques. Donc j'aime bien travailler avec tout en même temps, parce que simplement, je travaille avec la même chose, un humain, en fait. L'individu, c'est indivisible. Là, pour la discussion, nous, on utilise notre mental pour passer ça au scalpel, pour le présenter, pour le verbaliser, mais de réellement le voir comme un tout, indissocié. Et je vais rebondir aussi sur le côté sport de combat, parce que toi, du coup, tu as, je sais pas si on peut dire une carrière, mais en tout cas de l'expérience de plusieurs années dans les sports de combat, notamment, tu m'as dit la boxe, la boxe thaï également. Et en effet, je pense que c'est un moyen qui nous rapproche vraiment du côté plus primitif ou bestial, mais dont on a beaucoup à apprendre. Si je fais le parallèle avec par exemple, il y a dans les théories de somatic experiencing, ils parlent du trauma. Et puis ils disent, ben, les animaux, ils n'ont pas de trauma parce que la gazelle qui se fait courser, d'abord elle fuit, elle voit un lion, elle se met à fuir. Quand elle se fait attraper, elle fait semblant d'être morte. Puis si le lion part pour X raison, quand elle se lève, elle tremble. Puis le tremblement, le mouvement permet d'évacuer le stress. Et puis dans leur théorie, ils disent que bah voilà, les humains, on ne fait pas ça, et c'est ça qui nous bloquerait dans des traumas. Et de la petite expérience que j'ai dans les sports de combat, c'est exactement ce que j'ai vécu. Avant de rentrer sur le tatami, bah, grosse montée de stress sur le moment, vision tunnel totale, voilà, énorme stress. Et puis en sortant, je sais pas, tu sens une décharge. Moi, j'avais presque les larmes aux yeux, alors que ça n'avait rien à voir avec le résultat, parce que même j'avais gagné le combat. Mais juste, c'est comme si ça devait sortir, quoi. Je sentais qu'il y avait un truc qui devait sortir. Ça, toi, tu l'as découvert intuitivement à travers cette pratique, ou bien c'est par la théorie que tu y es allé, puis tu as associé les deux? Hum, Intuitivement déjà par la pratique, puis ensuite en le comprenant de mieux en mieux, en continuant de le comprendre toujours. La, L'image que j'ai trouvée qui me parle le plus dernièrement euh, pour cette notion de décharge émotionnelle, c'est, je ne sais pas si tu as déjà vu les, les ascenseurs à bateau, si tu veux. Tu as un canal, Ouais. les écluses, c'est les Oui. ascenseurs à bateau. Donc tu as un canal, et puis si il y a une différence de niveau d'eau, ben, il faut bien qu'à un moment ils prennent une sorte d'ascenseur pour se mettre à niveau. Donc on isole les deux côtés, on fait monter l'eau pour qu'ils se mettent à niveau, ou inversement, on fait descendre l'eau pour qu'ils se mettent à niveau dans cette écluse. Mhm. Sauf qu'on ne parle pas de bateau et on ne parle pas d'eau. On parle d'émotion et d'intensité. L'eau serait l'intensité de ce qu'on ressent, et ces émotions qui peuvent être véhiculées là-dedans sont dans l'exemple bateau. Le problème, c'est que nous, on monte dans des hautes intensités aujourd'hui dans nos sociétés. Nous, on peut naître et mourir en étant très peu challengés volontairement dans nos instincts de survie. Mhm. Et on va l'être quand on l'est par des choses tragiques. On va monter dans des très hautes intensités parce que quand la vie elle a quelque chose de tragique à nous amener, c'est très intense, c'est très violent. Il n'y a rien de plus violent, il n'y a rien de plus puissant. Le combat le plus, le plus puissant et le plus difficile, c'est celui de la vie. Et quand ça tape la vie, ça tape fort et ça nous fait monter dans ces hautes intensités. Et ensuite, on retourne dans nos quotidiens à basse intensité.
Mhm. Et c'est stocker à haute intensité nos émotions qui ont été incapables d'être process, d'être déchargées entièrement, parce que quand c'est des gros morceaux comme ça se fait pas en tremblotant 5 minutes et c'est évacué. Il y a des choses qui peuvent demander un peu plus de temps que ça. Et donc l'idée pour moi, c'est au lieu d'avoir cette montée, d'aller dans les hautes intensités que en étant victime de ces hautes intensités pour des choses tragiques, comme si on allait au grenier, on va très haut au grenier, que pour stocker du bordel. À la fin, on a un grenier plein de bordel qui prend la poussière. Et de temps en temps, s'habituer à volontairement aller au grenier soi-même. Pas forcément parce que c'est quelque chose de tragique, mais d'avoir des mêmes intensités, d'être sur la même longueur d'onde au niveau de l'intensité que ce qui peut se passer de traumatisant, de tragique. Et alors, comme cette écluse, cet ascenseur à bateau, on a l'eau qui est au même niveau. Et donc, s'il y a des choses qui sont stockées à ce niveau-là, elles ont une chance de se décharger. Et ça, c'est l'image pour théoriser la théorie de la décharge émotionnelle. Et c'est pour ça que je crois que certaines choses de très haute intensité, des grands traumas, c'est difficile de les décharger assis, en discutant, calmement. Certainement que c'est possible, mais je pense que c'est drôlement plus efficace de monter à ces hautes intensités, de se mettre au diapason pour donner une chance à ces choses stockées de pouvoir se décharger de notre système nerveux. La beauté de ça, c'est qu'on n'est pas obligé de savoir ce qui se décharge, on n'est pas obligé de savoir comment c'est venu. Si ça nous intéresse ou qu'on est curieux, génial. Moi, je suis le premier à être curieux, de vouloir comprendre les choses, des fois plus que de raison. Mais on n'est même pas obligé. Parfois, comme tu dis, on va finir un exercice, on va finir quelque chose qui nous amène à une haute intensité. C'est pas forcément que le sport, mais tout ce qui va nous permettre d'aller dans ces hautes intensités, ou même on va voir des films au cinéma pour ça, paradoxalement, pour monter dans ces hautes intensités et vivre exprimer ce qui est en nous, et parfois ce qui est bloqué, et de pouvoir faire ces décharges émotionnelles. Et on peut se retrouver à pleurer, on peut se retrouver dans des états émotionnels forts, mais qui font du bien, et on a déchargé, on a évacué. Et donc je pense que d'avoir une hygiène nerveuse, comme on a une hygiène corporelle, qu'on capitalise pas d'ailleurs, hein, une douche ça suffit pas une fois, c'est un process récurrent d'avoir une hygiène nerveuse où si on est des performeurs et puis qu'on veut jouer au jeu de la vie des humains avec toute la folie qu'il y a dedans, et on sait qu'on va emmagasiner, stocker des fois des trucs au grenier, et ben d'avoir cette hygiène nerveuse, de monter dans ces hautes intensités pour nettoyer ça de temps en temps. Et puis avec une notion du coup, en fait, c'est hyper juste ce que tu dis parce que c'est monter dans ces intensités en montrant qu'on a du contrôle là-dessus et que c'est pas juste quelque chose de subi. Et ça, ben, tu parlais des bains froids avant. Et c'est vraiment un des bienfaits des bains froids, c'est de volontairement faire le choix d'aller se mettre dans de l'eau où t'as pas du tout envie d'aller te mettre. Puis de voir que, ben, en fait, je peux vivre ce stress qui est un stress, qui est un haut stress, mais que je le choisis et puis que je peux le contrôler. Et ça, je trouve intéressant du coup l'image de l'écluse parce que, en effet, en vivant des situations de stress sous contrôle, ça permet de changer le rapport qu'on a avec les situations de stress hors contrôle. Donc, super image. Et j'ai pas rebondi avant, mais par rapport, tu vois, où tu disais plus on va dans un sens, plus on va dans l'autre. Moi, j'ai à chaque fois un exemple qui me vient, c'est l'exemple dans le sport de LeBron James en NBA, où on peut, sans trop s'avancer, assurer que c'est un des plus gros performeurs dans son sport, avec la plus grosse longévité. Et lui, alors, je sais plus combien d'heures il dort par jour, mais il fait des nuits incroyables et des siestes aussi de plusieurs heures. Il fait plusieurs siestes dans la journée. Donc, oui, c'est une machine de guerre, mais c'est une machine de guerre qui, pour la plupart du temps, est complètement au repos. Mm-hmm. Je veux rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose que je te vois aussi beaucoup pratiquer et communiquer et qui fait partie aussi de revenir à notre nature. C'est la pratique des jeûnes. Il n'y a rien de plus naturel que de jeûner parce que à la base, on n'avait pas de supermarché. Toi, ça m'intéresserait d'avoir ton expérience sur comment tu le pratiques, quels effets tu perçois. Ça m'intéresse. Ok. Donc déjà, là, on rentre sur un sujet qui est vraiment... Il y a beaucoup... Il y a eu un effet de mode, on en parle beaucoup. Je pense que c'est très bien, mais il y a de tout. Et
je suis toujours contre quand un outil devient une méthode en Ouais. tant que tel. Mais c'est un outil nouveau et quand ça devient des règles, moi je préfère comprendre les principes et puis que les règles, les gens puissent se les approprier. Alors, on est d'accord, là, je te demande ton expérience Mhm. et ton savoir par rapport à ça, mais on est d'accord, c'est parce qu'il y a plein de pratiques où ça dépend de qui la pratique, dans quelles conditions, etc. Donc voilà, Et d'ailleurs, c'est au début de mes petit études, disclaimer. au début de mes études, en étant plutôt dans la performance sportive, etc., c'était pas quelque chose qui était du tout promu. Même du coup, j'avais une réticence à cette idée-là. On se dit, bah, si on veut être performant, il faut envoyer du carburant. Bref. Et puis oui, le déjeuner c'est important, c'est le petit-déj, faut pas le sauter, etc. Et en fait, la punchline c'est que de toute façon, le déjeuner, tu le sautes jamais. Quand quelqu'un dit je saute le déjeuner, non, tu le sautes pas, tu le fais plus tard. Parce que déjeuner, littéralement, tu déjeunes, tu casses le jeûne. Mhm. Et donc aussi, jeûner, ça veut dire on le fait tous. Là, a priori, on n'est pas en train de casser la graine, donc les deux, là, on jeûne. Donc Mhm. finalement, c'est un mot qui veut juste dire l'absence de manger. Donc c'est encore rien dire. Le jeûne, c'est rien. Le jeûne, c'est absolument rien. C'est d'ailleurs l'art de rien faire, qui est pas quelque chose de passif d'ailleurs, hein, mais ce qui est Mhm. intéressant, c'est que ça laisse la place à un truc qui est bien réel, c'est notre physiologie et notre capacité physiologique à l'autorégénération. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose de bien réel qu'on peut apprivoiser, dont les principes et la compréhension des principes peut nous guider. Et donc c'est ça, moi, qui m'intéresse. En fait, le jeûne, c'est redonner les rênes au corps et laisser faire le vivant ce qu'il sait le mieux faire, aller vers la vie. Le vivant a cette capacité, c'est la bonne nouvelle du vivant, c'est l'homéostasie. C'est que pour peu qu'on foute la paix à un organisme, dans un environnement neutre, et là il y a toute la nuance, parce qu'aujourd'hui c'est de nouveau un art d'être dans un environnement neutre pour notre physiologie et notre mental, mais tout organisme à qui on fout la paix retourne spontanément à l'état d'équilibre. Mhm. C'est-à-dire que nous, on brasse du vent, on fait plein de choses, on crée un environnement, mais finalement, ce qui fait que quelque chose guérit, c'est le vivant lui-même. On dit le médecin habille la plaie, c'est Dieu qui l'a guéri ou c'est la nature qui l'a guéri. Ça dépend du lexique qu'on utilise, ça dit la même chose. Et donc, c'est simplement cette grande humilité-là de savoir que on redonne, on sort un peu de cette arrogance folle dans laquelle je suis le premier à sauter la tête la première régulièrement, de toujours vouloir micromanager notre performance, notre santé, quand fondamentalement, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Tu sais, tu parlais du stress Mhm. qu'on contrôle. Finalement, quand tu vas dans l'eau, c'est pas toi qui active ton cœur, qui active tes surrénales pour avoir de l'adrénaline. Tu vois, tout ça, c'est Mhm. pas. Ça nous fait aussi devenir humble sur cette notion de contrôle. C'est que notre inconscient fait pas d'erreur. Et je crois que c'est ça qui crée de l'anxiété et du stress, c'est qu'on est toujours en train d'avoir le présupposé que nos symptômes sont des erreurs de notre corps et de notre psyché. Mhm. Sans réaliser que non, c'est peut-être nous qui faisions des bêtises comme des enfants, et notre psyché et notre corps, dans leur infinie sagesse, nous le montrent. Mhm. Souvent, je crois qu'on ne guérit pas un symptôme, le symptôme vient pour nous guérir de notre bêtise. Bah, alors c'est clair, c'est fou le manque de confiance qu'on a en notre corps, alors que tu te dis on est parti d'un spermatozoïde et d'un ovule et tout c'est bien composé quoi. Mhm. Et c'est juste hallucinant. Mais, donc Donc, intéressant ce que tu du dis coup, je finalement parle, hein, il faut faire beaucoup non non attention. mais c'est bien parce que ça ramène finalement à la base de en fait on se prend trop la tête aussi à vouloir gérer des choses qui finalement se gèrent à l'interne tout seul. Et du coup, le jeûne, en fait, effectivement, il y a beaucoup de gens qui peuvent noter des grandes améliorations avec le jeûne, de par le fait que c'est vrai, quand on jeûne, à partir d'un certain nombre d'heures, il y a des processus d'auto-régénération qui se mettent en branle et qui commencent à s'activer, qui sont extrêmement bénéfiques pour nous, notamment l'autophagie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu jeûnes, tu arrêtes d'ingérer de l'alimentation. Mais l'alimentation n'arrête jamais. Quand tu arrêtes de t'alimenter d'un point de vue cellulaire, tu meurs. Mhm. Mais il y a une différence entre ingérer, mettre dans sa bouche, et avoir une alimentation au niveau cellulaire. D'ailleurs, avec l'alimentation moderne, on peut complètement se flinguer les. Je sais que ça, c'est quelque chose aussi que tu étudies. On peut complètement se flinguer les parois intestinales, les muqueuses intestinales. On peut les tapisser, les rendre complètement inaptes à faire leur travail. On peut se créer un système complètement inflammé et ingérer plein de bonnes choses qu'on va plus assimiler du tout.
Hmm. Donc quand on jeûne, on n'arrête pas de s'alimenter. Simplement, l'alimentation revient quelque chose interne. Le corps fait le switch. C'est une partie qui est difficile. C'est la partie mentalement un petit peu difficile parce que le corps réclame par habitude. Puis le moment où il réalise que l'environnement va plus lui amener, il fait le switch. C'est quelque chose qu'il sait faire. C'est cette résilience métabolique qu'on peut travailler, qu'on perd un peu en s'alimentant en permanence, peu importe la saison, de manger tous les jours en permanence, quoi qu'il arrive. C'est ça qui est un petit peu artificiel, c'est pas le fait Hmm. de jeûner. Et donc, la cellule va consommer ensuite sur ses réserves, et quand on a ce processus d'autophagie, le corps étant intelligent, il va préférentiellement aller consommer les tissus les plus viciés, les plus fatigués. Et donc, ce qu'on stocke en permanence, et les toxines aussi qui peuvent être stockées, peuvent être là, à ce moment-là, évacuées, brûlées, et nettoyées de l'organisme. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Même hormonalement, on a des gains de BDNF, Brain Derivated Neurotrophic Hormone, donc même des hormones de croissance, Mhm. des hormones qui servent à la stimulation de la croissance nerveuse. On peut avoir aussi un peu plus de vigilance, l'esprit un peu plus clair, parce que dans la nature, quand on n'a pas à manger, c'est plutôt le moment d'être sharp plutôt que Mhm. d'être complètement apathique. Et aussi, c'est un moyen de voir dans quel état de santé et de vitalité on est réellement. Quand on stoppe l'alimentation pendant une journée, là on voit dans quel état on est. Parce que l'alimentation, elle a un effet dopaminergique, elle a un effet, elle nomme un peu, comment tu dis nomme, non, L'anesthésie. à l'anesthésie, des petites frustrations qui sont pas immenses. Mais c'est toutes des petites choses qui finissent par passer sous le radar. Et quand on jeûne, on va se dire, mon Dieu, ça me frustre de jeûner, je suis hyper en colère ou je suis hyper triste. Non, tu as toujours cette petite tristesse latente qui est cachée par cette stimulation externe. Et là, tu peux la ressentir, et là, peut-être, du coup, tu peux te poser des questions, tu peux travailler dessus. Je pense que c'est aussi pour ça que dans toutes les pratiques spirituelles, tu as un moment donné ou un autre, la pratique du jeûne, parce que ça permet d'aller, Mhm. symboliquement c'est très fort, d'aller arrêter d'outsourcer, de chercher dehors l'alimentation, et de redevenir ta propre source d'alimentation. Physiologiquement, c'est exactement ce qui se passe. On redevient nous-mêmes notre propre source. Et je pense que c'est aussi utile, et j'invite toujours à le faire dans une démarche qui doit venir de l'intérieur, venir de soi, et qu'on peut prolonger au-delà de l'alimentation physique, parce qu'on ne fait pas que manger des aliments physiques. On consomme aussi mentalement, émotionnellement, tout un Mhm. tas de choses qui peuvent être des choses qui nous anesthésient, ou des choses qu'on va chercher dehors, alors qu'on pourrait réapprendre par résilience métabolique, que ce soit physiologique ou mentale, à en redevenir la source. Hmm. Ok, donc toi tu l'élargis même justement à... Enfin, comment est-ce que tu élargis ça? Le jeûne, c'est quoi qui t'arrive de mettre en jeûne? Il y a, tu vois, ça serait un peu absurde d'être dans une démarche où tu vas redonner les rênes à ton corps et dire cette fois, par grande exception, c'est moi qui t'écoute. Si tu as besoin de quelque chose, c'est moi qui écoute, c'est moi qui suis au service. Tous les autres jours, c'est moi j'ai des besoins, toi tu vas être au service de mes besoins. Et c'est ok, c'est comme ça que fonctionne. Le corps est un très bon serviteur. Et d'avoir ce moment où on va se mettre à l'écoute d'un point de vue physiologique sans le faire d'un point de vue mental. Ou de se priver d'alimentation physique, mais de surconsommer sur les écrans et de se gaver, de se goinfrer mentalement, Hmm. de junk food émotionnel, mental, sur nos écrans, sur nos réseaux, dans nos relations. Ça amène à une mindfulness. On est déjà en train de faire quelque chose de si peu automatique. C'est automatique pour personne. D'avoir l'accès à l'alimentation et de ne pas le consommer. Hmm. Du coup, ça crée une sorte de conscience assez vertueuse et assez naturellement, on va se retrouver à étendre ça un peu plus loin. Et toi, comment tu le pratiques, ce jeûne, concrètement? Alors, de nouveau, sans règles. Ok. Alors, on, s- en- à l'écoute du corps, quand on sent que on a été peut-être euh, déphasé d'un point de vue du rythme alimentaire, ou on sent, d'un point de vue digestif, on sent pas forcément très bien.
on va parfois naturellement avoir une amorce d'envie de couper un petit peu. Dans ces moments-là, c'est souvent là que moi je vais jusqu'au bout, je Ok. prépare ça, ou ça permet de faire aussi un bon sas, tu sais, entre peut-être pour des gens qui veulent changer leur hygiène de vie, de commencer avec un moment d'arrêt, et quand on recommence, crois-moi, quand tu fais ton premier pas, tu es très mindful de ce que tu vas mettre dans ta bouche à ce moment-là, et donc c'est aussi des bonnes façons de marquer un petit peu un avant et un après. Ok. Donc là, c'est plus vraiment à nouveau au ressenti où tu dis, ok, là, je sais pas, je sens qu'il y a un truc en moi qui m'invite à un peu un reset. Et puis là, Exact. tu l'amorces. C'est ça, c'est vraiment le mot, c'est un reset. Et tu vois, tu as même un reset au bout de 2 3 jours. Ça dépend, hein, si tu fais du jeûne sec, si tu fais du jeûne à l'eau. Mais 2 3 jours, tu as un reset même au niveau immunitaire qui se passe. C'est très très puissant. Tu as un reset au niveau dopaminergique. C'est très très puissant aussi ce qui se passe là. Vraiment un reset de ce qui peut t'amener du plaisir, qui peut être de nouveau flingué en 2 jours après derrière. Mais nous, dans cette hygiène-là, et de pouvoir ressentir au moins ce que ça fait, de revenir un petit peu en paramètre par défaut Hmm. pour un élément de comparaison. Trop bien. Ben, je vois que l'heure tourne. Euh, mais j'adore notre échange parce qu'on est allé du coup complètement ailleurs que lors du premier. Ouais. Enfin, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Ça, c'est une question, on me l'a demandé plusieurs fois. Je sais jamais quoi dire à ça. Ouais? Tu peux répondre comme Christian Constantin, je crois. Il dit la santé, le reste, c'est moi qui gère, quoi. Par exemple, ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je souhaite par rapport à toi, c'est de pouvoir continuer, enfin, tu continues ton activité parce que je me nourris pas mal du contenu que tu proposes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'invite les gens et je mettrai toutes tes infos évidemment dans les notes du podcast. Mais je trouve t'as vraiment une bonne habilité et tu l'as montré super bien durant cet épisode aujourd'hui à simplifier et à me donner des images. Et je pense que les gens qui écoutent cet épisode, et moi-même, je sors de cet épisode avec des images en tête. Bah, typiquement, l'image du pendule, je l'avais vue sur une de tes vidéos et j'y pense de temps à autre. Donc, je trouve que ça, c'est une habilité forte d'arriver à aller vraiment à l'essentiel, à ramener à ce qui est naturel, quelque part nous ramener à avoir notre propre réflexion sur, quelque part, si j'étais dans la nature, quel serait mon corps, il irait vers quoi naturellement. Donc je te souhaite et je me souhaite que tu poursuives ce travail-là. Bon, merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.